L'amour et la haine sont au cœur de ce que depuis Freud on appelle le transfert, qui a deux versants. Un versant d'amour, celui de transfert positif, et un versant de haine, celui du transfert négatif, auquel il faut ajouter un versant d'ignorance, lui aussi négatif, car c'est le savoir inconscient qui est ignoré. L'amour est au commencement du transfert et de la psychanalyse. Soyons clairs, ce n'est pas forcément son psychanalyste qu'on aime, c'est plus le savoir dont on l'investit. Car la psychanalyse met à jour ce lien entre l'amour et le savoir de l'inconscient. Le transfert, c'est de l'amour qui s'adresse au savoir sans sujet de l'inconscient. Le transfert, ce n'est pas non plus, comme on l'a souvent prétendu, une répétition d'un amour ancien pour le père ou la mère, qui se rejouerait dans l'analyse et qu'il faudrait interpréter comme un remake. Lacan y insiste beaucoup. Le transfert, ce n'est pas la répétition. Il y a quelque chose de réel qui s'y joue et qui s'y révèle. Il y a du réel dans le transfert et il y a du réel, de l'impossible dans l'amour, et c'est ce qui en fait le drame. Le discours analytique, dit Lacan dans Télévision, fait promesse d'introduire du nouveau dans l'amour. C'est une promesse que ce discours a à tenir. Le nouveau qu'introduit la psychanalyse dans l'amour, c'est ce nouvel objet qu'est l'analyste. C'est lui qui donne à l'amour sa chance, la chance d'un partenaire qui réponde. Ce nouveau que promet la psychanalyse concerne donc l'amour de transfert en tant que tel. Lacan est parti du discours philosophique de Platon sur l'amour dans son livre Le Banquet, où Platon fait dire à Socrate, Alcibiade et quelques autres, dont une femme, Diotime, la conception qui se font de l'amour. C'est là que Lacan va articuler la question de l'amour au désir à ce qu'il appelle le désir du psychanalyste, car Lacan y fait de Socrate le précurseur dans l'histoire du psychanalyste. Lacan extrait du texte de Platon deux termes, celui d'Héroménos et celui d'Érastès, pour en faire la métaphore de l'amour. La métaphore de l'amour est passage, substitution de l'aimé au désirant. Mais il y a mal donne, méprise, car ce que désire l'aimant est autre chose que l'objet aimé. Il désire autre chose, que subsume ce que Lacan appelle l'objet petit a, et qui est un pur manque dont on n'a pas idée. Le manque est donc au cœur de l'amour, au cœur de son signe, au cœur de son don. C'est ce qui fait dire à Lacan, l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. C'est ce que dit le mythe de la naissance de l'amour, raconté par Diotime dans le Banquet de Platon. Pénia est une femme qui n'était pas invitée à la fête et qui y vient quand même. Elle se fait engrosser par le dieu Poros, dont le nom veut dire ressource. Profitant du fait qu'ivre, il s'est endormi pour ainsi mettre au monde l'amour. Elle n'a rien à donner d'autre que son manque. Elle donne ce qu'elle n'a pas. Elle n'a nul besoin d'avoir pour donner et donc pour aimer et désirer. C'est elle la désirante, celle qui est capable de désirer parce qu'elle manque. Et c'est pour autant qu'elle a affaire au manque qu'elle peut se donner. Se donner comme manquant, donner son manque, c'est ça l'amour, nous dit Lacan. Et les femmes alors? Aiment-elles mieux que les hommes? Les femmes n'aiment pas mieux, elles aiment autrement. D'abord, l'amour d'un homme chez une femme, ça lui donne de l'être en plus. Ça la félicise, ça la valorise. Et ça la rend aussi dépendante de l'amour, surtout de la demande d'amour. Mais Lacan explique que cette demande d'amour
part d'une faille dans l'autre qui lui fait demander toujours plus, encore plus. Une femme aime à partir de cette faille, et non pas comme l'homme à partir de son fantasme et de son objet. Cette position est directement corrélée à la question de la jouissance féminine qui est autre que fantasmatique et qui fait que, nous dit Lacan, quand on aime, il ne s'agit pas de sexe. Il y a donc l'amour comme illusion, comme leurre, et aussi l'amour qui touche au réel. J'insiste, j'y reviens, comment y touche-t-il à ce réel? L'amour touche au réel par la rencontre, par la contingence de la rencontre, ce qui révèle que cette rencontre est soumise au hasard, au petit bonheur la chance, cela ne se programme pas. Par la rencontre, contingente donc, vous reconnaissez, par l'intermédiaire des affects, du corps également, quelqu'un qui vous fait signe de son exil du rapport sexuel. Un instant, cela donne l'illusion que quelque chose non seulement s'articule, mais s'inscrit de la destinée de chacun. Cela ne cesse pas de s'écrire, ne cesse pas, ne cessera pas, c'est pour toujours. Tel est le substitut, dit Lacan, qui fait la destinée, mais aussi le drame de l'amour. Cela ne veut pas dire que l'amour fait exister le rapport sexuel. Il y supplée. Il est le ciment de la rencontre de deux inconscients. Tout amour, dit encore Lacan dans cette leçon d'encore, se supporte d'un certain rapport entre deux savoirs inconscients. C'est en cela que le savoir, celui de l'inconscient, a le plus grand rapport avec l'amour, avec son réel, qui est celui de cet exil du rapport sexuel dont il fait signe. L'amour touche au réel par ce signe. L'amour, c'est la rencontre de deux exilés, comme dans la pièce de théâtre de Joyce, Les Exilés. Et la haine dans tout cela? La haine est une passion de l'être, qui ne rate pas l'être et qui rate le savoir. Lacan parle de son concierge du temps où il habitait rue de la Pompe, qui avait la haine du rat égale à l'être du rat qu'il ne ratait jamais. C'est une haine de l'être qui ne veut rien savoir, à la différence de l'amour qui, lui, s'adresse au savoir, pas au sujet supposé savoir, au savoir sans sujet de l'inconscient. Alors, quelle est la différence essentielle, selon vous, entre l'amour et la haine? La différence, c'est le dire. La haine va sans le dire. Le haineux raisonne, argumente, justifie sa haine. L'amour est un dire qui se passe des raisons du raisonneur. Le pourquoi de l'amour, c'est parce que. Même pas parce que c'est lui, parce que c'est elle. Parce que. Qu'ils disent parce que, sans qu'il ait à expliquer, suffit.